Et tout de suite, notre grand angle, une interview enregistrée un peu plus tôt dans la journée avec Philippe Lazzarini, le chef de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Bonjour Philippe Lazzarini. Oui, bonjour. Alors l'étau se resserre depuis quelques jours autour de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou demande à son armée de se préparer à une offensive. D'abord, comment est-ce que vous accueillez ces informations? On imagine qu'il y a beaucoup d'inquiétudes du côté de votre agence, l'UNRWA. Il y a beaucoup d'inquiétudes à Gaza. Comme vous le savez, ce conflit a commencé il y a 4 mois. Il y a eu plus de 100 000 victimes. Si on tient compte des personnes qui ont été tuées, des personnes disparues et des personnes blessées, nous avons plus de 80% de la population qui est actuellement déplacée. Et la grande concentration se trouve justement à Rafah, qui a en fait une mer humaine de déplacés dans la région de Rafah. Et effectivement, une offensive militaire dans ces conditions-là n'augure rien de bon. Nous nous attendons effectivement, si cela devait se passer, à une nouvelle tragédie humaine. Et votre agence, elle se prépare aujourd'hui à la possibilité de cette offensive ? Écoutez, il est difficile de se préparer. Je pense que la meilleure préparation est d'essayer de dissuader une opération militaire auprès de 1,5 million de civils qui se trouvent justement aujourd'hui à Rafah. Il faut que les civils soient épargnés et on a vu pendant ce conflit que malheureusement le prix payé par les civils a été beaucoup trop disproportionné, et notamment les enfants et les femmes. Philippe Lazzarini, jeudi, des bombardements israéliens ont frappé les environs du siège de l'UNRWA à Rafah. On sait qu'Israël souhaite le démantèlement de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Est-ce que vous redoutez aujourd'hui que l'UNRWA ne devienne une cible directe de l'armée israélienne ? Je ne pense pas qu'il y ait un lien entre les bombardements qui ont eu lieu à proximité de notre siège à Rafah et le désir ou l'objectif de demander à l'agence de quitter la bande de Gaza. C'était tout simplement un prélude à cette offensive qui est en train de se préparer dans la région de Rafah. Et pourtant, ce lundi, votre agence, Philippe Lazzarini, a accusé l'armée israélienne d'avoir mené une frappe navale contre un convoi d'aide alimentaire qui s'apprêtait justement à entrer dans le nord de la bande de Gaza. Alors s'agit-il, selon vous, d'une erreur ou d'un dommage collatéral, ou au contraire, est-ce que l'armée israélienne ciblait, comme vous l'avez affirmé, spécifiquement l'UNRWA ? Écoutez, c'est très difficile d'affirmer. Ce qu'on peut dire, c'est que notre convoi a été effectivement touché par un tir d'un navire israélien. C'était un convoi qui devait se rendre dans le nord de la bande de Gaza. Comme vous le savez, il est extrêmement difficile de se rendre dans le nord, et nous sommes aussi très préoccupés par la situation là-bas, puisque nous avons de plus en plus d'informations comme quoi une famine est en train de se préparer, car une population de plus de 300 000 personnes jusqu'à maintenant n'ont eu peu d'accès ou pas d'accès à l'assistance alimentaire. Alors justement, dans ce contexte, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens est dans la tourmente depuis qu'Israël, on le sait, a accusé plusieurs membres de votre agence de complicité avec le Hamas et d'être liés aux attaques menées le 7 octobre dernier. Où en est l'enquête que vous menez en interne sur ces accusations ? Alors, ce sont des allégations extrêmement graves que nous avons pris très au sérieux, et à partir du moment où nous avons eu connaissance de ces allégations, nous avons pris plusieurs décisions. La première a été de licencier ces employés. La deuxième a été effectivement d'ouvrir une enquête interne, et nous avons également demandé aux autorités israéliennes de coopérer avec cette enquête interne. Et en plus de cela, nous avons également demandé une revue indépendante de la part de 3 instituts et aussi de l'ancienne ministre des Affaires étrangères française Catherine Colonna, de regarder quels sont tous les mécanismes en place dans l'organisation pour gérer les risques, et notamment les risques de collusion avec des partis politiques. Mais votre enquête, elle a permis d'obtenir déjà des premiers résultats. Est-ce qu'elle a permis de confirmer ou au contraire de démentir ces accusations ?
Non, jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu d'éléments nouveaux, nous n'avons pas reçu d'éléments de la part des autorités israéliennes. Nous leur demandons de coopérer, mais pour l'instant, il n'y a pas de preuves nouvelles qui ont été données à l'équipe enquêtant sur ces allégations. Alors 12 membres, précisément 12 employés qui, vous l'avez dit, ont été depuis licenciés, sont concernés par ces accusations. Est-ce que vous êtes aujourd'hui en mesure de nous donner peut-être des informations un petit peu plus précises sur la nature des liens que ces personnes, des liens présumés que ces personnes entretiennent avec le Hamas et sur la nature de cette présumée participation aux attaques du 7 octobre 2023 contre Israël ? Écoutez, l'enquête est en cours, donc je ne peux pas forcément partager des éléments qui pourraient affaiblir ou compromettre l'enquête. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas reçu plus d'informations que les informations qui ont été partagées oralement par les autorités israéliennes avec nous. Nous continuons de leur demander des preuves, nous continuons de leur demander un dossier, mais pour l'instant, nous n'avons rien reçu. Et très concrètement, si cette enquête interne ne permet pas d'établir de liens concrets entre ces employés et les attaques du 7 octobre dernier, est-ce que ces employés de l'UNRWA seront réintégrés au sein de votre organisation ? Oui, il faudra attendre les conclusions de l'enquête, il faudra attendre les recommandations en fait des auteurs de cette enquête et nous sommes engagés à suivre les recommandations qui vont être soumises à l'administration de l'UNRWA et des Nations Unies. Alors l'une des conséquences de ces accusations, c'est que 16 pays ont annoncé la suspension de leur financement à l'UNRWA. Comment est-ce que vous percevez ces décisions ? Est-ce qu'il s'agit, selon vous, d'une punition collective contre le peuple palestinien ? Écoutez, c'est une décision qui affaiblit notre capacité à répondre aux besoins humanitaires dans la bande de Gaza, à un moment où les besoins humanitaires, comme nous le savons, sont absolument énormes. Ça complique notre tâche. Je pense qu'effectivement, certaines décisions ont été hâtives. Je comprends la préoccupation des États qui ont pris cette décision, mais d'un autre côté, nous avons aussi un impératif à répondre aux besoins humanitaires les plus pressants dans la bande de Gaza. Et j'espère, comme le secrétaire général l'a demandé, que ces États vont revisiter leurs décisions, principalement aussi à la lumière de la revue qui est actuellement en cours. Vous dites des décisions parfois hâtives. Pourquoi, selon vous, tous ces pays, ces 16 États, n'ont pas attendu tout simplement les résultats de l'enquête interne pour décider d'une suspension ou non de leur financement ? Je pense que c'est une question qu'il faudrait poser justement aux États qui ont pris cette décision. Personnellement, je la regrette parce qu'elle impacte notre capacité à répondre aux besoins, non seulement à Gaza. Il ne faut pas oublier que cette décision impacte également nos opérations en Cisjordanie, au Liban, en Syrie et en Jordanie. Et alors justement, est-ce que votre agence mène actuellement des négociations avec ces États, par exemple la France, les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, qui ont suspendu leur financement pour tenter de les rétablir dans les plus brefs délais ? Est-ce que des échanges diplomatiques sont en cours ? Je suis constamment en contact avec ces États pour essayer de comprendre en fait quelles sont les mesures qui pourraient les réassurer et leur permettre en fait de reprendre l'assistance financière, l'aide financière à l'UNRWA. Et en parallèle de ça aussi, je viens de mener une tournée dans les pays du Golfe pour demander aux pays du Golfe d'augmenter leur soutien à l'agence, principalement pendant cette période très difficile. Vous envisagez de vous tourner aussi peut-être vers d'autres pays donateurs ? Je pense par exemple à des États du continent africain où l'on adhère peut-être plus facilement qu'en Occident à la cause palestinienne. Je pense évidemment à l'Afrique du Sud qui a saisi la Cour internationale de justice pour accuser Israël de génocide dans la bande de Gaza. Est-ce que vous envisagez de vous tourner vers ces États africains ? Nous avons reçu en fait certaines contributions récemment de nouveaux pays. On a reçu une contribution de la Guyane, qui est un membre du Conseil de sécurité. Nous avons reçu une contribution du Mexique et nous nous tournons aussi vers les pays africains. Mais traditionnellement, ces pays-là n'ont pas été des donateurs d'une organisation comme UNRWA.
Alors la Norvège, elle, a pris une décision qui prend en tout cas peut-être le contre-pied de ses collègues européens. C'est l'un des rares pays donateurs à avoir choisi de maintenir son aide à l'UNRWA. La Norvège a annoncé cette semaine le versement de l'équivalent de 24 millions d'euros. Est-ce que ça sera suffisant pour contrebalancer les pertes dues aux suspensions de financement des autres États ? Alors, il y a plusieurs pays européens comme la Norvège, tels que l'Espagne, le Portugal, la Belgique, le Luxembourg, qui ont continué de maintenir leur soutien financier à l'UNRWA. L'UNRWA a besoin uniquement pour les salaires de ses 30 000 employés de 60 millions de dollars par mois. Et ça, c'est sans compter la réponse humanitaire actuellement en cours à Gaza ou en Syrie. Aujourd'hui, pendant encore combien de temps vous estimez que votre agence onusienne peut encore fonctionner normalement ? Alors, tout dépendra en fait de la décision de ces 16 pays qui ont suspendu leur aide financière. J'espère que dans les semaines à venir, certains vont annoncer qu'ils ont revisité leur position. Mais si aucun de ces pays ne revisite ses positions et si aucun nouveau pays donateur contribue à l'UNRWA, nos opérations commenceront à être impactées à partir du mois de mars. Et des opérations, je le précise, qui ne se concentrent pas que dans la bande de Gaza, puisqu'il y a d'autres pays de la région où vous apportez de l'aide aux réfugiés palestiniens. Exactement, ce n'est pas seulement la bande de Gaza, mais ce sont aussi des réfugiés palestiniens de Cisjordanie, des réfugiés palestiniens en Jordanie, en Syrie et au Liban. Philippe Lazzarini, une dernière question. Y a-t-il aujourd'hui, selon vous, un risque de disparition de l'UNRWA ? Il y a un risque de disparition, il y a un risque de démantèlement, il y a beaucoup d'attaques politiques. À mon avis, ce serait une erreur complète parce que si UNRWA devait disparaître aujourd'hui, ça signifierait aussi que l'on mettrait fin aux aspirations des Palestiniens et cela compromettrait également toute solution politique à l'avenir, car cela priverait des centaines de milliers d'enfants et de réfugiés palestiniens d'un meilleur futur. Il ne faut pas oublier que l'UNRWA est le principal pourvoyeur d'éducation pour des centaines de milliers de réfugiés palestiniens à travers la région. Merci beaucoup Philippe Lazzarini de nous avoir accordé cet entretien sur TV5 Monde. Je rappelle que vous êtes le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Merci beaucoup. Merci.